Le fitness français est mort. Ça, c'est une affirmation qui revient sans cesse depuis ces dernières années sur les réseaux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de voir si cette prétendue mort est vraie. C'est Ridja et je vous souhaite bienvenue dans l'autopsie du prétendu cadavre du fitness français. Avant qu'il y ait une mort, il y a eu forcément une naissance. Du coup, on va remonter un peu le temps dans cette première partie pour voir comment le fit game français est né et comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous ramène donc en 2009, où les premières vidéos françaises de fitness sont postées sur internet. Et c'est notamment Rudy Koya qui ouvre le bal avec les premières vidéos fitness pédagogiques, éducatives, où il va vraiment du coup essayer d'éduquer les gens sur le sujet de la musculation. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: faut-il prendre de la whey après l'entraînement? Donc vu comme ça peut paraître banal, mais il faut savoir qu'en 2009, déjà il y avait très peu de contenu sur la musculation. Et surtout la musculation, elle était vue d'un peu d'un mauvais œil par le grand public. C'était quelque chose de très niché et il y avait beaucoup de préjugés et d'a priori négatifs sur la discipline. On voyait les gens qui allaient à la salle comme narcissiques, qui faisaient de la gonflette, que c'était pas des vrais muscles, que c'était pas un vrai sport et que ça servait à rien. Et en fait, c'était très peu démocratisé. Et du coup, c'était également très peu populaire. Et Rudy Koya, du coup, n'est pas tout seul à se mettre à créer des vidéos fitness. Il y a d'autres gens qui lui succèdent, notamment Sissi Mua, Nassim Saïli, Jean Honge, Enzo Foucra, Jean de Haute Musculation, Bodytime et le plus connu encore à l'heure actuelle, Thibaut InShape. Et aussi, du coup, quelqu'un qui est là depuis très longtemps, avec qui j'ai pratiquement commencé la musculation, c'est Lucas Gouif, notamment avec ses vidéos sur les analyses morpho-anatomiques qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup inspiré, et c'est grâce à ces vidéos d'ailleurs que je me suis orienté vers le coaching. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle analyse morphologique. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme vous l'avez vu dans le titre dans la vidéo et sur le thumbnail de la vidéo, au Raptor dissident. Donc entre 2009 et 2015, il y a le fit game qui se constitue, notamment grâce à ces piliers-là. Et on est sur des vidéos qui sont très simples sur la réalisation, très franches. C'est juste des gens qui partagent leur lifestyle, qui essayent surtout d'éduquer et du coup de donner des conseils aux gens. Et ça donne des vidéos très vraies, très spontanées, souvent en facecam, simple, montage très simple. Et point à retenir très important, surtout par rapport à ce qu'on va dire ensuite, c'est que à l'époque, ces vidéos ne rapportent pas d'argent. La monétisation n'existe pas sur les réseaux, donc on peut le dire qu'ils faisaient pas ça pour l'argent, c'était surtout de la passion. Et ça se ressent et c'est pour ça que du coup les gens adhèrent. Les vidéos sont utiles, éducatives, et surtout elles sont faites avec de bonnes intentions. Donc c'est vraiment des sujets de base qui sont couverts, la diète, l'entraînement, comment bien manger, les compléments alimentaires, donc vraiment la base des bases du fitness. Et donc petit à petit, on arrive vers l'explosion du fitness. Entre 2015 et 2017, ça commence vraiment à se populariser, à se démocratiser. Les youtubeurs fitness font de plus en plus de vues, c'est de plus en plus en vogue, beaucoup plus populaire. De plus en plus de gens veulent se mettre à la salle, avoir une shape, etc. Et du coup, de plus en plus de gens suivent ces youtubeurs là. Donc durant tout ce laps de temps, entre 2009 et 2017, les vidéos restent très basiques et couvrent vraiment les sujets de base. Donc il y a une certaine redondance qui s'installe et vous verrez que ce point est également très important pour la suite. Donc en 2017, avec le boom, l'explosion, la démocratisation, de plus en plus de gens consomment du contenu fitness et de plus en plus de gens également se mettent à en créer. Mais là, on va avoir la vague la plus explosive de créateurs, c'est à partir de 2020, avec le Covid et le confinement, où là, on voit une explosion du fitness. De nombreux créateurs ont commencé à ce moment-là et c'était clairement une période, mais alors dorée, pour percer parce que la consommation sur les réseaux était énorme. Mais c'est également à ce moment-là on peut voir une boucle se créer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, en 2020, quand la nouvelle vague de créateurs émerge, on voit qu'ils font exactement le même contenu qui a été fait en 2009. Le même contenu éducatif, pédagogique, avec les mêmes sujets couverts en fait. Les compléments, l'entraînement, la diète, la récupération. Et tout ça, c'est très bien, mais déjà, on voit une certaine redondance. Et le problème du fitness, c'est cette redondance-là. En fait, le fitness, c'est un sujet qui est fini. Il n'y a pas de nouveauté. Depuis les années 70, bien sûr, il y a des découvertes, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Si on reprend les années 1970, ils avaient déjà des physiques énormes, ils savaient s'entraîner à peu près, manger à peu près. Bien sûr, la science a fait son boulot et on a perfectionné la chose, mais on sortait déjà des gros physiques à cette époque-là et il y avait déjà des méthodes qui fonctionnaient à cette époque-là. Il n'y a pas eu de révolution dans le milieu comme il y a pu en avoir dans d'autres secteurs, dans d'autres hobbies comme la technologie, l'automobile ou alors je prends l'exemple du gaming que je connais très bien où il y a fréquemment du coup des révolutions. Des nouveaux jeux sortent, des nouvelles consoles, il y a fréquemment de l'innovation dans ces milieux-là. En fait, ça donne beaucoup de contenu à produire pour les créateurs qui vont pouvoir avancer en même temps que leur milieu. Si on prend l'exemple du gaming, les vidéos de 2009 et de 2026 n'ont rien à voir. Il y a eu des générations de consoles, des générations de jeux, il y a eu tellement d'innovations que clairement, en fait,
les créateurs de contenu ont du contenu entre guillemets infini à produire. Mais dans le cas de la musculation, c'est un peu différent. Parce que le sujet est fini. Il n'y a pas d'innovation, rien ne se crée de nouveau, il n'y a pas de nouvelles méthodes miracles. Et clairement, les vidéos fitness ont fini par tourner en rond, se ressembler. Qu'on prenne 2009 ou 2026, les mêmes sujets sont couverts. Et pratiquement de la même façon. Ce manque d'innovation, ça a créé une telle boucle que le public finit par se lasser. Quand ça fait presque 20 ans que tu bouffes la même vidéo sur les meilleurs exobiceps, les meilleurs aliments pour ta diète ou comment fonctionne la créatine, ce genre de vidéo à l'heure actuelle n'intéresse plus que les débutants. Et attention, il faut ce genre de vidéo pour que justement les débutants puissent apprendre. Des fois, c'est aussi une bonne chose. Mais le problème étant qu'il y a de moins en moins de débutants. Avec la démocratisation de la musculation, de plus en plus de gens s'y sont mis et maintenant c'est devenu quelque chose de très banal et pratiquement tout le monde a déjà mis les pieds dans une salle de sport. Le résultat, c'est que autant du côté du spectateur que du créateur, il y a une véritable lassitude à créer et à consommer du contenu fitness. C'est vu et revu. Et pour illustrer cette redondance, il suffit de scroller quelques fois et on a l'impression de retomber sur les mêmes vidéos en boucle. Pour certaines, c'est pratiquement plan par plan ou mot pour mot. C'est la même vidéo, c'est juste la personne dedans qui change. Et ça, c'est le niveau zéro de la créativité. Et ça vient directement renforcer ce sentiment de lassitude qui est ressenti par la plupart des gens dès qu'on leur parle de fitness. Et un autre effet vicieux de tout ce contenu fitness sans créativité, médiocre, uniquement fait du coup pour le buzz, c'est qu'on ne se souvient même pas des créateurs derrière. Faut savoir que maintenant, il y a des gens qui sont suivis par énormément de personnes avec du contenu très viral, mais qui au final ne possèdent pas vraiment de communauté engagée. Maintenant, il y a des gens avec des centaines de milliers de followers dans le milieu du fitness que personne ne connaît. Alors qu'il y a 10 ans de cela, avec 100 000 followers, tout le monde te connaissait. Donc on a un peu un phénomène bizarre où les gens sont suivis mais sans réellement avoir de communauté derrière. Et les gens ne sont plus vraiment impliqués émotionnellement derrière le créateur. Donc si on reprend, ça fait pratiquement 20 ans que ce sont les mêmes vidéos qui tournent en boucle sur le fitness. Et il y a même parfois certains créateurs qui ont refait la même vidéo sur le même sujet vraiment plusieurs fois. Après, je ne jette pas la pierre. Honnêtement, c'est dur d'avoir une telle longévité dans le milieu du fitness, étant donné la pauvreté du contenu qu'on peut y avancer. Et ça, du côté spectateur, on ne se rend pas forcément compte d'à quel point c'est en fait dur d'innover dans le milieu du fitness, d'apporter quelque chose de nouveau et de proposer quelque chose d'intéressant et de divertissant à son audience, surtout sur de longues années. C'est honnêtement très dur et je tire mon chapeau à tous ces créateurs qui ont réussi à le faire. Et pour certains, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, voire 15 ans, donc franchement, chapeau à eux, parce que c'est vraiment compliqué. Donc au final, effectivement, il y a une vraie redondance, une vraie boucle, et le contenu a assez peu évolué, mais c'est pas le seul point qui fait qu'on a l'impression que le feed game actuel est mort. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la première vague de créateurs qu'on a vu dans les années 2010, en fait, ils faisaient ça vraiment pour partager leur passion, parce qu'il n'y avait pas la monétisation. Mais aujourd'hui, les choses elles ont bien changé. Il y a énormément de gens qui se lancent dans la création de contenu. C'est devenu un milieu très concurrentiel, où c'est très dur d'émerger. Et également, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce contenu-là pour les mauvaises raisons, et notamment pour l'argent. Car oui, en 2026, être créateur de contenu, si ça marche, ça peut rapporter très gros. Et il y a énormément de gens qui veulent transformer leur passion du fitness en métier. Et pour ça, il faut trouver un moyen de la monétiser. Et beaucoup passent par la création de contenu. Il n'y a aucun mal à vouloir gagner sa vie en faisant du contenu ou des vidéos fitness. Mais du coup, chez certaines personnes, on ressent beaucoup moins le côté passion. Se lancer dans la création de contenu uniquement à des fins monétaires, ça amène à vouloir surtout faire du chiffre et de la quantité pour faire des vues et avoir absolument cette volonté de percer. Et c'est cette volonté de percer et de faire de l'argent qui, selon moi, amène du contenu extrêmement nauséabond et très peu créatif. Ce qui fait que en 2026, on est un peu envahi par du contenu fitness, on va le dire médiocre. Déjà que le contenu fitness est très limité en soi par la discipline, si en plus on commence à le faire pour de mauvaises raisons, sans passion, on finit par tomber dans les travers qui nous font produire du contenu très médiocre. Et cette médiocrité a fait beaucoup de mal à la réputation du fitness français. Bon, pour illustrer, on va retrouver beaucoup de toxicité en fait, de comparaison. Par exemple, je suis le meilleur 2007, 2006. Je pense que ça parlera à la majorité des gens. Ce genre de vidéo, c'est le degré niveau de la créativité, ça n'apporte rien en fait. À part, dénigrer les autres. Bien sûr, du coup, un bad buzz, comme on dit, ça reste un buzz. Et on voit que ces vidéos, elles sont faites, juste pour se placer au-dessus des autres, faire des vues, provoquer, en fait, choquer. Et le problème, c'est que ça marche. Donc il y a tout ce côté toxicité qui donne une très mauvaise réputation au fitness. On va retrouver
le contenu sensationnel, provoquant, que ce soit par exemple les stéroïdes qui font beaucoup parler. C'est un sujet qui apporte beaucoup de vues, qui intéresse les gens mais pas forcément pour les bonnes raisons et qui est surexploité par certains créateurs, toujours dans cette quête de buzz, de faire des vues. Moi-même, la vidéo sur ma chaîne la plus vue, qui est aujourd'hui supprimée, c'était une vidéo sur les jeunes et les stéroïdes. Donc c'est bien de couvrir ce sujet, notamment pour faire de la prévention, mais en faire toute son identité et tout son fonds de commerce, là c'est beaucoup plus discutable. Et encore une fois, le contenu est redondant et finit par être très peu intéressant. Donc on a la toxicité, le rage bait, les sujets chocs comme les stéroïdes à outrance. Et en quatrième point, on va retrouver l'hypersexualisation, qui elle est commune aux réseaux sociaux, mais qui impacte massivement le milieu du fitness. Que ce soit aux États-Unis ou bien en France, il y a énormément de créateurs fitness qui ont aussi des plateformes privées. Et à la base, c'est quand même deux milieux différents. Même si le fitness, ça a pour principe le corps, l'image, et que ça passe principalement par l'apparence, ça veut pas dire que de base, le fitness, c'est fait pour être sexualisé. C'est deux choses différentes et maintenant la nuance, elle est devenue très fine, ce qui nous donne du contenu très peu créatif. Et clairement, ça n'a de fitness que le nom. Et donc cette hypersexualisation crée des créateurs fitness, entre guillemets, qui sont juste là pour vendre et faire de l'argent. Et cette hypersexualisation vient vraiment faire du mal aux créateurs et aux créatrices qui veulent vraiment faire du fitness pour le coup. Et qui par biais d'associations se retrouvent confondus avec ces personnes qui utilisent juste le fitness pour vendre du sexe. Ce qui fait qu'il y a une vraie confusion entre les deux milieux qui se créent alors que ça devrait pas être le cas. Et pour clore du coup cette partie, je dirais qu'il y a une vraie tendance à l'extrême en fait sur les réseaux sociaux et ça touche aussi le fitness. Maintenant, le contenu, pour qu'il marche, il doit être vraiment sensationnel. Les algorithmes et notamment le contenu court format TikTok, ça impose aux créateurs d'avoir un contenu qui est très agressif, qui doit choquer dès les premières secondes. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que le fitness, c'est pas le truc le plus passionnant de regarder un mec faire du curl ou expliquer sa diète. Du coup, ça amène à beaucoup de dérives et à beaucoup de contenu provoquant. Et tout ça pour que la vidéo marche. Donc il y a une vraie tendance aussi des plateformes à pousser les créateurs à faire du contenu agressif, extrême et choquant. Et ça va se traduire directement par l'hypersexualisation, mais aussi l'abus de produits dopants, ou bien cette course au physique absolument monstrueux qu'on peut voir ces derniers temps. Et ça rejoint directement du coup l'usage de produits dopants. Donc ouais, dans un sens, si aujourd'hui tu veux percer en tant que créateur fitness et monétiser ça, dans la majorité des cas, pour sortir la tête de l'eau, tu vas être obligé de faire du contenu choc. Sinon, ça va être très difficile d'émerger. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, si t'as pas un physique hors du commun et que tu sais pas de quoi tu parles exactement ou que t'as pas ce petit truc en plus par rapport aux autres, ton contenu a très peu de chances en fait d'émerger. Quand on voit les créateurs fitness qui marchent actuellement, c'est soit des gens qui sont là depuis très longtemps et qui ont construit et qui ont établi leur place. Je prends comme exemple Thibaut InShape ou Nassim, même si pour le cas de Thibaut c'est un peu différent parce qu'il s'est vraiment énormément diversifié par rapport au fitness, ce qui a été une très bonne idée de sa part pour éviter justement cette même redondance. Si Thibaut ne s'était jamais renouvelé, je suis pas sûr qu'il aurait eu le succès qu'il a aujourd'hui. Ça c'est pour la majorité. Bien sûr, il y a encore des créateurs fitness qui arrivent du coup à être sur le devant de la scène sans forcément avoir un physique ultra impressionnant, sans forcément faire de contenu choquant ou provoquant. Là tout de suite, le nom qui me vient en tête, ce serait par exemple Flequinho, quand même assez classique, mais qui l'amène très bien et qui a eu l'idée aussi d'amener un peu de mise en scène dans ses vidéos, ce qui fait que ça rend la chose plus digeste à regarder. Donc c'est toujours possible de percer entre guillemets sans avoir recours à ces méthodes-là, mais c'est bien plus difficile et c'est bien plus concurrentiel qu'avant. Donc globalement, si vous voulez vous lancer dans le fitness pour faire de l'argent et vivre de votre passion du fitness à travers les vidéos, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Bon, pour résumer, pourquoi est-ce qu'on a tant cette sensation que le fit game français est mort? Si on fait un peu le récapitulatif, en premier point, c'est les mêmes vidéos depuis des décennies, les mêmes sujets qui sont abordés, pratiquement de la même façon et parfois par les mêmes personnes. Donc on a vraiment une redondance qui s'est créée, une lassitude sur les années. Le deuxième point qui rejoint un peu le premier, c'est qu'il y a peu de nouveautés en fait, peu d'innovation dans le monde de la musculation. Ça reste de base soulever des poids et se muscler. C'est pas un milieu qui va connaître une véritable révolution, à contrario d'autres domaines qui en sont en constante évolution, comme les jeux vidéo ou la musique par exemple. Le troisième point, qui vient s'ajouter au contenu plus innovant, c'est qu'on va retrouver du contenu de plus en plus toxique, avec énormément de comparaisons, de toxicité les uns envers les autres dans le milieu du fitness, du contenu toujours plus provoquant, pensé simplement pour être viral
et pour le buzz afin de faire de l'argent. Et du contenu qui se retrouve donc très peu créatif et totalement vide la plupart du temps. Ce qui fait que les gens ne s'intéressent plus au fitness. Et c'est normal, si on ne propose que du contenu médiocre, c'est normal qu'au bout d'un moment, les gens décrochent et ne s'y intéressent plus. Sachant que de l'autre côté, il y a de bons créateurs de contenu qui font du bon contenu, mais sur des sujets qui sont déjà vus et revus, qui n'intéressent peut-être plus forcément les gens, malgré que le contenu soit bon. Le quatrième point, c'est que c'est souvent les mêmes acteurs en fait dans le milieu du fitness. Les gens qui étaient là il y a presque de cela 20 ans, ils sont toujours là aujourd'hui. Et en fait, ça reste des références avec peu de gens qui arrivent à sortir la tête et vraiment à se démarquer. Donc après avoir passé ces points en revue, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Est-ce que le fitness français en 2026 est mort? Et je dirais clairement que c'est plus vraiment ce que c'était. Et qu'il y a eu vraiment une chute du niveau dans le contenu fitness où à l'heure actuelle on est un peu inondé par du contenu médiocre, vide et qui est surtout là à des fins monétaires. Ça dessert énormément le milieu et ça donne une très mauvaise image au fitness et à la musculation. Avec un contenu qui tourne en boucle, qui a très peu d'identité et qui en fait se retrouve très peu mémorable. Ce qui donne l'impression aux gens que, en tout cas, le contenu fitness en France est mort. Donc dans un sens, c'est un peu vrai. Le contenu fitness français en 2026, il est un peu mort. Mais attention, toutefois, il reste des bons créateurs de contenu. Il reste du bon contenu fitness français qui se fait à l'heure actuelle. Alors malheureusement, je pense que c'est plus vraiment la majorité, mais il en reste. Et je pense que si on veut rendre la gloire au fitness français, on a tous une part de responsabilité là-dedans. Qu'on soit petit ou grand créateur ou même spectateur, on se doit d'être plus sélectif sur ce qu'on consomme, à qui on donne notre attention, notre force. Faut pas oublier que derrière chaque vue, il y a un humain. Et c'est à nous, du coup, consommateurs de contenu, de faire attention à bien orienter les algorithmes vers les bons créateurs. En tant que spectateur, on se doit d'être plus sélectif et de choisir de regarder et de supporter les contenus de qualité qui sont faits vraiment avec passion. Et en tant que créateur, il faut éviter de tomber dans l'écueil facile du contenu médiocre, viral, qui est là que pour buzzer. Je dis pas qu'on doit tous faire un contenu recherché et travaillé. Il faut aussi un peu de contenu fast-food entre guillemets, facile à consommer et à produire. Mais le problème, c'est que vu que c'est la majorité du contenu qui est fait et consommé, ça donne une image de médiocrité au fitness. Et c'est de là que vient cette impression de la mort du fitness français. Donc je pense que pour rendre ces lettres de noblesse et peut-être revivre un âge d'or comme on l'a vécu par exemple il y a 10 ans, en 2015-2016 avec du très bon contenu, et outre 2015-2016, même en 2022, on a eu un âge d'or qui n'a pas duré si longtemps que ça. Pour ceux qui s'en souviennent, avec justement cette émergence de nouveaux créateurs qui rapportaient un peu de fraîcheur avec du coup tout ce côté esthétique, l'art style, etc. Où c'était vraiment un petit renouveau dans le milieu du fitness. Ça n'a pas duré très longtemps et malheureusement même ce courant-là, qui au début avait un très bon message et qui en 2022 a boosté beaucoup de gens, petit à petit ça s'est un peu dégradé et ça a amené vraiment des dérives qui sont beaucoup moins cool, notamment avec l'esthétisme à tout prix, ou si jamais tu as le malheur de ne pas être sec, crois-moi que les gens vont bien te le faire savoir, et ça je trouve que ça s'est accentué justement après ce courant esthétique, etc. Mais en 2022 il y a quand même eu un petit renouveau et qui a été très très cool. Mais globalement, depuis 4 ans, il n'y a plus grand chose. Et donc, c'est notre responsabilité à tous, qu'on soit simple spectateur ou créateur, de réélever le niveau, de vraiment repenser le contenu fitness français pour qu'il redevienne intéressant et qu'il soit digne d'être regardé. Je sais qu'il y a des gens qui le font, qui s'efforcent de créer du contenu de qualité, créatif, avec une vraie idée derrière, avec de la vraie plus-value, et merci à vous. Et je sais qu'il y en a également qui sont sélectifs sur ce qu'ils regardent, qui donnent de la force aux bonnes personnes. Merci à vous également. C'est avec ces petits gestes, ces petites actions que, au final, les choses changeront et repartiront dans la bonne direction. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'essaierai de tout lire. Je pense que ça va être vachement intéressant. Merci de m'avoir regardé. C'était Ridja. Je vous souhaite une très bonne soirée et je prie avec vous pour un meilleur Fit Game FR.